Une couturière a épousé un veuf ruiné, sans savoir qu'en secret, il était le magnate de la bourse de Paris. Paris, automne 1895. Dans les ruelles étroites du quartier du Marais, où les pavés anciens conservaient encore la mémoire des siècles passés, l'atelier d'Emeline Beaumont s'élevait au 3e étage d'un immeuble de pierre grise. La lumière pâle de cette fin d'après-midi d'octobre traversait les carreaux poussiéreux de sa fenêtre, dessinant des raies dorées sur les rouleaux de tissu entassés avec soin. L'aiguille d'Emeline volait entre ses doigts habiles, cousant des perles minuscules sur le corsage d'une robe de soirée, commandée par une cliente exigeante qui ne supporterait aucun retard. Ses épaules lui faisaient mal après 12 heures de travail ininterrompu, mais elle ne pouvait s'arrêter. Une couturière sans fortune ne possédait que son talent et sa réputation. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Sur cette chaîne, nous faisons revivre des romances d'autres époques, où l'honneur, le destin et l'amour traçaient le cours de la vie. Elle leva les yeux vers le petit miroir accroché au mur de son atelier exigu. Une jeune femme de 26 ans lui renvoya son regard. Des traits délicats, marqués par la fatigue, des cheveux châtain foncé qui s'échappèrent de leurs chignons serrés, des yeux noisettes soulignés de cernes violets. Elle n'avait plus rien de la jeune orpheline rêveuse qui avait quitté le couvent de province 8 ans auparavant, espérant trouver à Paris une vie meilleure. La capitale lui avait appris la dureté, la solitude et la nécessité de ne compter que sur soi-même. Les hommes regardèrent parfois sa silhouette gracieuse avec intérêt quand elle traversait les rues, mais elle détournait toujours les yeux. Elle avait trop travaillé pour bâtir son indépendance et risquait de la perdre dans les illusions du mariage. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier de bois vermoulu. Madame Renard, sa logeuse, une veuve corpulente au visage rougeau, perpétuellement essoufflée, poussa la porte sans frapper comme elle en avait l'habitude. Ses petits yeux brillaient d'une curiosité malicieuse qui mit immédiatement Emeline sur ses gardes. « Un gentleman demande à vous voir en bas, ma petite. Un aristocrate, rien que ça. Je l'ai fait attendre dans mon salon. Dépêchez-vous d'arranger vos cheveux. » Le cœur d'Emeline se serra. Elle ne recevait jamais de visiteurs, encore moins des hommes, et certainement pas des aristocrates. Une sourde inquiétude l'envahit. Que pouvait-il bien lui vouloir ? Elle retira son tablier de travail taché de fil de soie, lissa sa robe grise de tous les jours et tenta vainement de discipliner les mèches rebelles qui encadraient son visage. Puis elle descendit l'escalier étroit, chaque marche craquant sous ses pas, le cœur battant d'une appréhension qu'elle ne parvenait pas à nommer. Le salon de Madame Renard était une pièce sombre, encombrée de meubles massifs et de bibelots poussiéreux. Près de la fenêtre aux rideaux de velours râpé, se tenait un homme de haute stature, vêtu d'un costume 3 pièces de bonne coupe, mais visiblement ancien. Il se retourna lorsqu'elle entra, et Emeline retint son souffle. C'était un homme d'une 40aine d'années environ, au visage aristocratique marqué par des traits fins et réguliers. Ses yeux gris-bleu la scrutèrent avec une intensité troublante, mélange de gravité et de quelque chose d'indéfinissable qui ressemblait à du désespoir contenu. À ses côtés, presque dissimulée dans l'ombre, se tenait une fillette d'environ 8 ans, vêtue d'une robe de velours bleu marine défraîchie. L'enfant avait de grands yeux bleus, emplis d'une tristesse qui fendit le cœur d'Emeline. « Mademoiselle Beaumont », commença l'homme d'une voix grave et cultivée qui portait les traces d'une éducation raffinée. « Permettez-moi de me présenter. Je suis Édouard de Valcourt, et voici ma fille, Victoire. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots avec difficulté. La petite main de la fillette serrait celle de son père avec une force désespérée. « On m'a dit que vous étiez une femme honorable et courageuse. Je viens vous faire une proposition qui peut vous sembler inhabituelle. » Emeline sentit son malaise grandir. Elle croisa les bras sur sa poitrine dans un geste de protection instinctif. Monsieur de Valcourt remarqua ce mouvement et une ombre de tristesse passa sur son visage orgueilleux. « Je cherche une épouse, mademoiselle, non pour moi, mais pour ma fille qui a perdu sa mère il y a 2 ans. Victoire a besoin d'une présence maternelle, d'une tendresse que je ne peux lui offrir seule, aussi grand soit mon amour pour elle. »
Les mots tombèrent dans le silence du petit salon comme des pierres dans un puits profond. Emmeline resta figée, incapable de répondre. Un mariage avec cet inconnu, c'était absurde, impensable. Monsieur, je ne comprends pas. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi venir me voir? Édouard de Valcourt redressa les épaules, et dans ce geste, elle perçut toute la fierté blessée d'un homme déchu qui devait mendier ce qu'autrefois il aurait commandé. Parce que je n'ai rien à offrir qu'un nom aristocratique et un foyer modeste. Ma fortune familiale a été dilapidée par les mauvaises décisions de mon père et mes propres erreurs. Je vis dans un appartement décent mais sans luxe. Je ne peux payer une dot considérable, ni promettre une vie d'opulence. Les dames de mon rang me refusent, pour cette raison. Mais j'ai entendu parler de vous, de votre réputation de femme travailleuse et honnête. Je me suis dit qu'une femme qui connaît la valeur de l'effort comprendrait peut-être qu'un nom respectable et une enfant à aimer valent plus que l'or. Sa franchise brutale toucha quelque chose en Emmeline. Elle observa la fillette qui n'avait pas prononcé un seul mot. Son petit visage pâle, figé dans une expression de résignation trop mature pour son âge. Combien de fois cette enfant avait-elle assisté à ce genre de scène? Combien de femmes avaient refusé avant elle? Je ne suis pas une marchandise qu'on acquiert pour combler un vide, monsieur de Valcourt, répondit-elle enfin d'une voix tremblante mais ferme. Je ne suis pas non plus une servante qu'on engage pour s'occuper d'un enfant. Je le sais, mademoiselle, et je ne vous manque pas de respect. Je vous offre un mariage en bonne et due forme, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Vous seriez mon épouse, la mère de Victoire, la maîtresse de notre foyer. En échange, vous auriez la sécurité d'un nom, d'un toit et la possibilité de continuer votre métier si tel est votre désir. Je ne vous demande pas l'amour, seulement la bonté que vous pourriez offrir à une enfant qui en a été privée trop tôt. Les larmes montèrent aux yeux d'Emmeline. Elle pensa à sa propre enfance au couvent, à la solitude glaciale des dortoirs, au manque cruel d'affection maternelle. Elle revit le visage de la mère supérieure qui lui avait dit, le jour de ses 18 ans, qu'elle devait partir car le couvent ne pouvait nourrir indéfiniment les orphelines devenues adultes. « Je dois réfléchir », murmura-t-elle. « Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faudra. Voici mon adresse. » Il lui tendit une carte sur laquelle était gravée, dans une belle calligraphie, son nom et une adresse de la rue du Faubourg Saint-Martin. Leurs doigts se frôlèrent brièvement lors de l'échange, et Emmeline sentit une chaleur inattendue traverser sa main. Elle leva les yeux et croisa son regard gris-bleu. Pendant un instant qui sembla suspendu hors du temps, elle perçut dans ses yeux une tempête d'émotions, douleur, espoir, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvint pas à identifier. Quelque chose qui ressemblait à un secret inavouable. Édouard de Valcourt prit la main de sa fille et se dirigea vers la porte. Victoire se retourna une dernière fois et ses grands yeux bleus suppliants se posèrent sur Emmeline avec une intensité déchirante. Les jours qui suivirent furent un tourment pour Emmeline. Elle cousait machinalement, l'esprit ailleurs, revivant sans cesse cette étrange visite. La nuit, allongée sur son étroit lit de fer dans sa chambre exiguë, elle fixait le plafond fissuré et se demandait si elle n'était pas folle d'envisager seulement cette proposition. Elle qui avait toujours rêvé d'un mariage d'amour, voilà qu'on lui offrait un arrangement froid et pragmatique. Pourtant, quelque chose en elle refusait de rejeter complètement l'idée. Le visage de la petite Victoire la hantait. Un après-midi, elle ferma son atelier plus tôt et se rendit discrètement rue du Faubourg Saint-Martin. Elle voulait voir de ses propres yeux où vivait cet homme, vérifier qu'il ne lui avait pas menti. L'immeuble était ancien mais respectable, ni luxueux ni misérable. En observant depuis le trottoir d'en face, elle aperçut Édouard sortir avec Victoire, tous deux vêtus simplement. Ils se dirigèrent vers l'école Sainte-Catherine. Emmeline les suivit à distance. Elle vit Édouard s'agenouiller devant sa fille pour ajuster son manteau, un geste d'une tendresse infinie. La fillette déposa un baiser sur sa joue avant de disparaître derrière la grille de l'école. Ce soir-là, dans le silence de son atelier désert, Emmeline prit sa décision.
La cérémonie fut d'une sobriété qui contrastait cruellement avec les rêves de jeune fille qu'Emmeline avait autrefois caressés dans le secret de son cœur. Ce matin glacial de décembre 1895, l'église Saint-Paul-Saint-Louis du Marais se dressait dans la brume hivernale, ses pierres séculaires imprégnées d'humidité. À l'intérieur, seules quelques bougies tremblotantes luttaient contre l'obscurité des voûtes gothiques. Madame Renard était venue en témoin, accompagnée de Monsieur Bertrand, un vieil ami d'Édouard dont le costume trop large pendait sur ses épaules maigres comme un linceul. Le prêtre, un homme âgé au visage austère, récita les formules sacrées d'une voix monocorde qui résonnait étrangement dans le silence de la nef déserte. Emmeline portait une robe de mariée qu'elle avait confectionnée elle-même pendant les 3 semaines précédant la cérémonie. Du satin ivoire récupéré d'une ancienne commande, brodé de minuscules perles à la lueur de sa lampe à pétrole, jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Elle avait voulu créer quelque chose de beau, quelque chose qui lui rappellerait que même dans ce mariage de raison, elle conservait sa dignité. Un voile de tulle léger encadrait son visage pâle, et elle tenait entre ses doigts gantés de dentelle blanche un modeste bouquet de roses blanches qu'Édouard avait fait livrer le matin même. La petite Victoire, vêtue d'une robe blanche qu'Emmeline avait également cousue pour elle, se tenait à ses côtés, ses grands yeux bleus brillant d'une émotion contenue qui ressemblait à de l'espoir. Lorsque le prêtre demanda à Édouard s'il consentait à prendre Emmeline pour épouse, sa voix grave résonna dans l'église avec une solennité qui fit frissonner la jeune femme. « Oui, je le veux ». Ces 4 mots scellèrent son destin. Puis ce fut son tour. Elle regarda Édouard, cet homme qu'elle connaissait à peine, cet aristocrate déchu qui lui offrait son nom et sa fille en échange de sa compassion. Il soutint son regard, et dans ses yeux gris-bleus, elle perçut quelque chose qui ressemblait à de la gratitude mêlée d'une tristesse profonde. « Oui, je le veux », murmura-t-elle, et sa voix ne trembla qu'un peu. L'alliance qu'Édouard glissa à son doigt était simple, un anneau d'or poli, sans ornement, mais lorsque ses doigts touchèrent les siens, Emmeline sentit une chaleur inattendue remonter le long de son bras. Leurs mains restèrent unies un instant de plus que nécessaire, et elle remarqua qu'ils tremblaient légèrement. Le prêtre les déclara mari et femme, et Victoire applaudit avec une joie enfantine qui brisa la solennité du moment. L'appartement d'Édouard occupait le 2e étage d'un immeuble de pierre grise rue du Faubourg Saint-Martin. Les pièces étaient spacieuses, avec de hauts plafonds, ornés de moulures anciennes, mais l'ensemble respirait une mélancolie palpable. Les meubles, bien que de belle facture, portaient les marques du temps et du manque d'entretien. Des rectangles plus clairs sur le papier peint délavé trahissaient l'emplacement d'anciens tableaux vendus depuis longtemps. Les rideaux de velours rouge, autrefois somptueux, étaient maintenant élimés et décolorés par le soleil. « Votre chambre, madame », annonça Édouard en poussant une porte. La pièce était sobre mais propre. Un lit à baldaquin de bois sombre trônait contre le mur, recouvert d'un couvre-lit de brocart passé. Emmeline s'approcha de la fenêtre donnant sur la cour intérieure, où un marronnier dénudé tendait ses branches noires vers le ciel gris. Elle se sentit soudain submergée par l'étrangeté de sa situation. Elle était désormais Madame de Valcourt, épouse d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Les premiers jours s'écoulèrent dans une atmosphère étrange, mélange de politesse compassée et de curiosité mutuelle. Emmeline explora l'appartement, découvrant la cuisine aux casseroles de cuivre terni. La salle à manger où une table massive pouvait accueillir 12 convives, mais n'en recevait plus aucun. La chambre de Victoire, encombrée de jouets usés et de livres d'images aux pages cornées. Elle entreprit de transformer cet espace figé dans le deuil en un véritable foyer. Elle lava les rideaux, frotta les parquets, raccommoda le linge troué. Ses doigts de couturière cousaient, réparaient, embellissaient avec une énergie qui l'étonnait elle-même. Victoire devint son ombre fidèle. La fillette la suivait partout, l'observait coudre avec une fascination émerveillée, l'aidait à préparer les repas dans la cuisine enfumée. Un après-midi, alors qu'elles confectionnaient ensemble une robe miniature pour la poupée de porcelaine de Victoire, l'enfant leva vers Emmeline ses grands yeux bleus, remplis de larmes contenues.
Vous resterez toujours avec nous, n'est-ce pas? Vous ne partirez pas comme maman? Le cœur d'Emeline se serra douloureusement. Elle posa son ouvrage et prit les petites mains froides de Victoire entre les siennes. « Je resterai, mon petit cœur, je te le promets. » Victoire se jeta dans ses bras avec une fougue désespérée, et Emeline la serra contre elle, sentant les larmes brûlantes de l'enfant mouiller le tissu de sa robe. Dans cet instant, elle comprit qu'elle avait fait le bon choix. Édouard restait une énigme. Il se montrait courtois, prévenant même, lui demandant chaque matin si elle avait bien dormi, s'informant de ses besoins. Mais il disparaissait régulièrement 3 soirs par semaine, prétextant des rendez-vous pour tenter de redresser sa situation financière. Il rentrait tard dans la nuit, les traits tirés par la fatigue. Emeline n'osait pas questionner ses absences. Pourtant, des détails troublants commençaient à s'accumuler. Un soir, en rangeant le bureau d'Édouard, elle aperçut un bout de papier qui dépassait d'un livre, des chiffres griffonnés à la hâte, des sommes considérables, des noms de sociétés financières. Elle le remit précipitamment en place, le cœur battant, troublée par cette découverte. Une semaine après leur mariage, une tempête de neige s'était abattue sur Paris. Victoire dormait paisiblement. Emeline et Édouard se retrouvèrent seuls au salon, assis de part et d'autre de la cheminée où crépitaient des bûches. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, plutôt contemplatif. « Vous êtes heureuse ici ?» demanda soudain Édouard, levant les yeux de son livre. Emeline réfléchit avant de répondre. « Je m'y habitue. Victoire est une enfant merveilleuse. Elle mérite tout l'amour du monde. »« Merci » murmura Édouard, et sa voix se chargea d'une émotion qu'il tentait visiblement de contenir. « Merci d'être là pour elle, pour nous. » Leurs regards se croisèrent à travers les flammes dansantes, et pendant un instant infinitésimal, Emeline perçut dans les yeux gris-bleus d'Édouard quelque chose de plus profond que la simple gratitude, quelque chose qui ressemblait à un désir inavoué, à une tendresse naissante. Son cœur battit plus vite. Était-elle en train de développer des sentiments pour cet homme mystérieux qui était désormais son époux? Les lumières du quartier de l'Opéra scintillaient comme 1000 diamants sur le pavé humide de cette soirée de janvier 1896. Édouard de Valcourt descendit du fiacre à l'angle de la rue de la Paix, vérifiant d'un geste machinal que personne ne l'observait. Son cœur battait avec cette même fièvre qui le saisissait chaque fois qu'il franchissait le seuil de cette double vie. Il ajusta son col de chemise, passa une main dans ses cheveux soigneusement peignés et se dirigea vers l'immeuble cossu où se trouvait son appartement secret. Au 3e étage, derrière une porte ornée de cuivre poli, l'attendait un monde totalement opposé à celui qu'il venait de quitter. Ici, pas de meubles usés ni de rideaux défraîchis. Les pièces respiraient l'opulence discrète, tapis persans, meubles en acajou massif, lampes à gaz au globe de cristal. Son valet personnel, Gustave, un homme aux tempes grisonnantes d'une discrétion absolue, l'accueillait déjà avec son habit de soirée impeccablement repassé. « Bonsoir, monsieur le comte. Vos papiers financiers vous attendent dans le bureau. Monsieur Lavallière a fait parvenir les derniers chiffres de la bourse. » Édouard acquiesça silencieusement et se dirigea vers sa chambre pour se changer. Devant le grand miroir vénitien, il observa sa transformation progressive. Le pauvre aristocrate déchu disparaissait pour laisser place au redoutable comte noir, ce fantôme de la finance qui faisait trembler les plus grands spéculateurs de Paris. Il enfila sa chemise en popeline d'un blanc immaculé, son gilet de soie damassé gris perle, son costume 3 pièces de drap anglais noir aux coutures parfaites. À son gilet, il accrocha la chaîne en or massif reliée à sa montre Breguet. Chaque geste était précis, méthodique, comme s'il revêtait une armure pour la bataille. Mais ce soir, alors qu'il nouait sa cravate de soie devant le miroir, une image s'imposa à son esprit avec une force dévastatrice. Emeline. Son visage délicat penché sur son ouvrage de couture, ses doigts habiles guidant l'aiguille, ses yeux noisettes levés vers lui avec cette expression de douceur timide qui le bouleversait chaque jour davantage. Et Victoire, sa petite fille, qui riait enfin, qui courait dans l'appartement en appelant maman Emeline avec une joie qu'il ne lui avait plus vue depuis la mort de Mathilde. Que faisait-il à ces 2 êtres qui lui étaient devenus si chers?
Il les maintenait dans le mensonge, dans l'ignorance, dans une pauvreté factice, alors qu'à quelques kilomètres de là, dormaient dans des coffres-forts des fortunes capables de leur offrir tout le luxe imaginable. La culpabilité lui serrait la gorge comme une main de fer. « Monsieur le comte, votre présence est requise au cercle privé dans 1 heure, annonça Gustave depuis le seuil. Édouard se ressaisit et termina sa toilette. Dans son bureau, il examina les rapports financiers étalés sur le large bureau d'ébène. Les chiffres dansaient devant ses yeux, colonnes de profits et de pertes qui représentaient des existences brisées ou sauvées. Il était devenu un maître dans cet art cruel de la spéculation. Chaque décision qu'il prenait pouvait ruiner un homme ou faire la fortune d'un autre. Ce pouvoir l'avait autrefois grisant. Maintenant, il ne ressentait plus que de la lassitude. Pourquoi continuait-il? Pour protéger Victoire de Delatour, ce monstre qui rôdait quelque part dans les ombres de Paris, attendant le moment propice pour frapper à nouveau. Tant que le monde croyait Édouard de Valcourt ruiné, sa fille restait à l'abri de la cupidité de son ennemi. Mais cette protection avait un prix. Le mensonge perpétuel, la double vie épuisante, et maintenant la trahison involontaire d'Emeline, cette femme courageuse qui avait accepté de l'épouser par compassion et qui méritait tellement mieux que ses duplicités. Dans les salons feutrés du cercle privé de la rue Royale, Édouard fit son entrée avec l'assurance froide qui caractérisait le comte noir. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent un instant. On le craignait et on l'admirait en parts égales. Il rejoignit un groupe de financiers corpulents qui fumaient des cigares coûteux en discutant des dernières fluctuations du marché. « Comte, votre opération sur les chemins de fer orientaux était magistrale, » déclara M. Duchamp, un banquier au visage Rubicon. « Vous avez prévu le mouvement avant tout le monde. Comment faites-vous » Édouard offrit un sourire énigmatique qui ne révélait rien. « L'observation, messieurs, et une certaine intuition pour les faiblesses humaines. » Ses interlocuteurs rirent, mais d'un rire nerveux. Personne ne savait vraiment qui était le comte noir, d'où il venait, où il vivait. Ce mystère faisait partie de sa légende et de sa protection. Plus tard dans la soirée, alors qu'il étudiait des propositions d'investissement dans un salon privé, son avocat et confident, Maître Dubois, vint s'asseoir à ses côtés. C'était un homme de 60 ans, au regard perçant derrière ses lunettes cerclées d'or, le seul qui connaissait toute la vérité sur la double vie d'Édouard. « Mon ami, » commença l'avocat d'une voix basse et grave, « cette situation ne peut durer indéfiniment. Vous avez maintenant une épouse, elle a le droit de savoir. »« Non, » répondit Édouard avec une fermeté qui cachait mal son trouble. « Si elle sait, elle devient une cible. Delatour n'attend qu'une occasion. » Tant qu'Emeline ignore tout, elle reste protégée. Protégée ou prisonnière de votre mensonge, vous l'aimez, n'est-ce pas? La question tomba comme une pierre dans un puits. Édouard resta silencieux, mais son visage trahit une émotion qu'il tentait désespérément de contenir. « Oui », murmura-t-il finalement, et cette admission lui coûta plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Je l'aime, et c'est précisément pour cela que je ne peux lui dire la vérité. Si je la perds par la mort, comme j'ai perdu Mathilde, je ne m'en remettrai jamais. » Pendant ce temps, rue du Faubourg Saint-Martin, Emeline ne trouvait pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond où dansaient les ombres projetées par la lampe à pétrole. Édouard était parti depuis 4 heures. Où allait-il vraiment? Les explications qu'il donnait sonnaient de plus en plus fausses à ses oreilles. Un homme ruiné qui cherche du travail ne rentre pas à 2 heures du matin avec une odeur de cigare coûteux sur ses vêtements. Il ne reçoit pas de messages codés qu'il brûle immédiatement. Il ne possède pas ses mains soignées, cette assurance naturelle qui trahisse une vie bien différente de celle qu'il prétend mener. Emeline se leva et enfila son peignoir. Elle descendit silencieusement l'escalier et entra dans le bureau d'Édouard. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, comme si elle commettait un crime impardonnable. Mais n'avait-elle pas le droit de savoir à qui elle avait lié son destin? Elle alluma une bougie et commença à fouiller délicatement les tiroirs. Des factures anciennes, des lettres commerciales sans intérêt, des livres de comptes qui semblaient confirmer la pauvreté qu'il affichait. Puis,
dans le dernier tiroir, dissimulé sous une pile de vieux journaux, elle trouva un bordereau bancaire récent. Ses yeux s'écarquillèrent devant les chiffres. Un compte à la Banque de France avec un solde de plusieurs centaines de milliers de francs. Le nom du titulaire était cryptique, Monsieur N, suivi d'une série de numéros. Mais l'adresse correspondait à cet appartement. Emmeline sentit ses jambes se dérober sous elle. Que signifiait ce document? Était-ce une erreur, un compte dont Édouard était le gestionnaire pour quelqu'un d'autre? Elle remit précipitamment le papier à sa place et remonta dans sa chambre, tremblante. Cette découverte la hantait, mais elle ne savait qu'en faire. Comment aborder le sujet, sans révéler qu'elle avait fouillé dans ses affaires, et si elle se trompait dans son interprétation? Je t'invite maintenant à laisser un commentaire pour nous dire d'où tu nous regardes, et l'heure exacte à laquelle tu écoutes cette histoire passionnante. L'invitation arriva un matin gris de novembre 1896, glissée dans une enveloppe de vélin ivoire, marquée du sceau doré de la baronne de Montclair. Emmeline la découvrit en prenant son petit déjeuner dans la cuisine, pendant qu'Édouard parcourait les pages du journal Le Figaro et que Victoire émiettait sa tartine en fredonnant. Lorsqu'elle ouvrit le pli, ses doigts tremblèrent légèrement. L'écriture élégante annonçait que la baronne, enchantée par la robe de soirée exceptionnelle qu'Emmeline avait créée pour elle la semaine précédente, lui offrait en témoignage de gratitude une invitation pour le prestigieux bal masqué qui se tiendrait au Palais des Tuileries le 15 novembre. Un bal aux Tuileries. Le cœur d'Emmeline fit un bond dans sa poitrine. C'était un monde qui lui était totalement étranger. Un univers de luxe et de privilèges où elle ne mettrait jamais les pieds dans le cours normal de son existence. Elle leva les yeux vers Édouard, cherchant dans son regard une permission, un encouragement, mais il était absorbé dans la lecture d'un article sur les fluctuations boursières. Elle referma l'enveloppe sans rien dire, un sentiment étrange de culpabilité mêlé d'excitation tourbillonnant dans son esprit. Ce soir-là, alors que Victoire dormait et qu'Édouard s'apprêtait à partir pour une de ses mystérieuses sorties, elle lui montra l'invitation. Il la lut avec attention, et une ombre fugace passa sur son visage aristocratique, si rapide qu'Emmeline crut l'avoir imaginé. « Vous devriez y aller, dit-il d'une voix neutre. C'est une opportunité rare. Votre talent mérite d'être reconnu dans ces cercles. »« Mais je n'ai rien à me mettre, » objecta Emmeline, et l'excuse sonnait creuse, même à ses propres oreilles. « Vous êtes couturière, » répondit Édouard avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si quelqu'un peut créer une robe digne de ce bal, c'est bien vous. Les semaines suivantes, Emmeline se consacra corps et âme à la confection de sa robe. Elle avait économisé précieusement quelques pièces de son travail de couture, et elle utilisa cet argent pour acheter du satin bleu nuit dans une boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Chaque soir, à la lueur de sa lampe à pétrole, ses doigts volaient sur le tissu, créant des broderies en fil d'argent qui représentaient des constellations d'étoiles. Elle cousait avec une fièvre qu'elle ne s'expliquait pas elle-même, comme si cette robe était plus qu'un simple vêtement, mais une armure qui lui permettrait de pénétrer dans un monde interdit. Le soir du bal, Madame Renard monta l'aider à se préparer. La logeuse, émue jusqu'aux larmes, arrangea les cheveux châtains d'Emmeline en un chignon sophistiqué qu'elle orna de perles et de plumes blanches qu'elle avait elle-même achetées. Lorsqu'Emmeline se regarda dans le miroir terni de sa chambre, elle eut peine à se reconnaître. La femme qui lui faisait face était une créature de conte de fées, élégante et mystérieuse dans sa robe qui semblait capturer la lumière même. Le palais des Tuileries resplendissait comme un joyau dans la nuit parisienne. Les façades de pierre blanche étaient illuminées par des centaines de torches, et une file de carrosses déposait les invités masqués devant l'entrée monumentale. Emmeline descendit du fiacre modeste qu'elle avait loué, et son cœur battait si fort qu'elle crut défaillir. Le masque de dentelle noire qu'elle avait confectionné dissimulait la moitié supérieure de son visage, lui donnant une sensation grisante d'anonymat. À l'intérieur, c'était un monde de splendeur onirique. Les lustres de cristal projetaient des milliers de feux qui dansaient sur les parquets cirés et les miroirs dorés. Les dames portaient des robes somptueuses dans toutes les nuances imaginables, leurs bijoux étincelants comme des constellations vivantes. Les messieurs,
en habits de soirée impeccables, évoluaient avec une assurance qui trahissait leur appartenance à la haute société. Un orchestre jouait des valses de Strauss depuis une estrade ornée de roses blanches et de lys. Emmeline se tenait près d'une colonne de marbre, observant ce spectacle avec un mélange de fascination et de malaise. Elle ne connaissait personne ici, elle n'appartenait pas à ce monde. Pourtant, plusieurs gentlemen s'approchèrent pour l'inviter à danser, attirés par la beauté de sa robe et le mystère de son masque. Elle accepta quelques danses, se laissant porter par la musique envoûtante, découvrant le plaisir étrange de se mouvoir dans cet univers où tout n'était qu'apparence et illusion. C'était près du buffet somptueux chargé de mets raffinés qu'elle surprit la conversation qui allait faire basculer son existence. Deux hommes corpulents, des financiers à en juger par leurs vêtements coûteux et leurs cigares, discutaient à voix basse, non loin d'elle. « Le comte noir a encore frappé hier, disait le premier, un homme au visage rubicond. Il a gagné une fortune considérable sur les obligations russes. C'est un génie ou un démon, je ne sais lequel. Personne ne sait qui il est vraiment, répondit le second. Il apparaît aux réunions privées, manipule des sommes astronomiques et disparaît comme un fantôme. On dit qu'il serait présent ce soir. Emmeline sentit sa curiosité s'éveiller. Le comte noir. Ce nom résonnait avec une connotation mystérieuse et dangereuse. Le premier homme fit un geste discret vers un groupe d'hommes conversant près d'une colonnade. « Regardez là-bas, près des fenêtres, l'homme en habit noir avec le masque vénitien. J'ai entendu dire que c'était lui. » Le sang d'Emmeline se glaça dans ses veines. Elle suivit la direction indiquée et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. L'homme portait un habit de soirée d'une élégance irréprochable, une main tenant négligemment une coupe de champagne, tandis que l'autre s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent. Son masque vénitien en soie noire dissimulait une grande partie de son visage, mais pas assez pour qu'Emmeline ne reconnaisse pas cette stature, cette façon de tenir la tête légèrement inclinée, ce geste de la main qui repoussait une mèche de cheveux. C'était Édouard, son époux. L'homme qu'elle croyait ruiné, celui qui prétendait chercher du travail chaque soir, celui qui vivait dans une pauvreté qu'elle avait acceptée par compassion. Le choc fut si brutal qu'Emmeline dut s'agripper à la colonne pour ne pas tomber. Son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Elle observa, pétrifiée. Édouard conversait avec aisance, avec ces hommes puissants, qui semblaient le traiter avec déférence. Un troisième homme s'approcha et déclara assez fort pour qu'elle l'entende malgré la musique. « Monsieur le comte, votre dernière opération était absolument magistrale. Vous avez un don pour prédire les mouvements du marché. » Édouard sourit, ce sourire confiant et froid qu'elle ne lui avait jamais vu, un sourire qui appartenait à un étranger. La vérité s'imposa avec la violence d'un coup de poignard. Tout était mensonge. La pauvreté, les difficultés, les absences mystérieuses. Il l'avait épousée sous de faux prétextes. Il l'avait maintenue dans l'ignorance et l'illusion pendant tous ces mois. Pourquoi? Pour quel jeu cruel? Les larmes brûlèrent ses yeux, menaçant de ruiner son maquillage soigné. Elle ne pouvait rester une minute de plus dans ce palais qui était devenu soudain une cage étouffante. Elle se fraya un chemin à travers la foule des danseurs, bousculant sans s'excuser des couples surpris, et sortit précipitamment dans la nuit froide. Elle héla le premier fiacre disponible et donna l'adresse de la rue du Faubourg Saint-Martin d'une voix brisée que le cocher eut du mal à comprendre. Durant le trajet dans le fiacre qui la ramenait rue du Faubourg Saint-Martin, Emmeline sentit son cœur se déchirer en 1000 fragments tranchants comme du verre brisé. Les larmes coulaient sur ses joues, emportant avec elles le maquillage si soigneusement appliqué, laissant des traînées sombres sur sa peau pâle. Le cocher jetait de discrets regards inquiets par-dessus son épaule, se demandant sans doute quel drame avait pu transformer cette belle dame en une statue de douleur. Lorsque le fiacre s'immobilisa devant l'immeuble de pierre grise, Emmeline descendit avec des gestes mécaniques, comme une automate dont le ressort s'était brisé. Elle monta l'escalier en s'accrochant à la rampe, ses jambes menaçant de se dérober à chaque marche. Dans l'appartement silencieux, seule la respiration paisible de Victoire, endormie dans sa chambre, troublait le calme de la nuit. Emmeline ne se déshabilla même pas.
Elle s'assit sur le canapé du salon, toujours vêtue de sa magnifique robe bleu nuit, qui lui semblait maintenant un linceul, et attendit que son époux menteur daigne rentrer de son monde de luxe et de duplicité. Les heures s'écoulèrent, avec une lenteur insupportable. La pendule sur la cheminée égrenait ses coups, chaque tic-tac résonnant comme un marteau frappant sur l'enclume de son cœur brisé. Minuit, 1 heure, 2 heures. Enfin, elle entendit la clé tourner dans la serrure. Édouard entra, encore vêtu de son habit de soirée impeccable, son masque vénitien à la main. Il s'arrêta net en la voyant assise dans la pénombre, toujours parée de sa robe de bal. « Emmeline, murmura-t-il, et dans sa voix perçait déjà la conscience du désastre imminent. « Que faites-vous encore debout ?» Elle se leva lentement, et dans ses yeux brûlait une flamme de colère et de douleur mêlée qui le fit reculer d'un pas. « Bonsoir, monsieur le comte noir », dit-elle d'une voix glaciale, qui contrastait violemment avec le feu de son regard. « Ou devrais-je dire, monsieur le menteur, monsieur le manipulateur, monsieur celui qui épouse une pauvre couturière pour mieux se moquer d'elle ?» Le visage d'Édouard devint livide. Ses mains se crispèrent sur le masque qu'il tenait, le froissant sans s'en rendre compte. « Vous étiez au bal, souffla-t-il, et ce n'était pas une question, mais une constatation désespérée. »« Oui, j'y étais, » répliqua Emmeline en s'avançant vers lui, tremblante de rage contenue. « J'ai vu de mes propres yeux l'homme que vous êtes vraiment. J'ai entendu ces financiers parler de vous avec révérence. Le comte noir, le génie de la bourse, le manipulateur de fortune. Pendant que vous me laissiez croire que nous étions pauvres, que je devais raccommoder vos chemises élimées et économiser chaque sou, vous jouiez avec des sommes astronomiques dans vos salons dorés. Laissez-moi vous expliquer, implora Édouard en tendant une main vers elle. M'expliquer quoi? Hurla Emmeline, et sa voix se brisa sur les derniers mots. M'expliquer comment vous m'avez épousé sous de faux prétextes? M'expliquer comment vous m'avez utilisé comme un déguisement commode pour vos petits jeux? J'ai cru que vous aviez besoin d'une mère pour Victoire. J'ai accepté ce mariage par compassion, par bonté, parce que je pensais sauver une famille brisée par le malheur. Et tout n'était que mensonge. Ce n'est pas ce que vous pensez, protesta Édouard, et dans ses yeux gris-bleu brillaient maintenant des larmes qu'il tentait vainement de retenir. Oui, j'ai menti sur ma situation financière. Oui, je mène une double vie, mais mes raisons ne sont pas celles que vous imaginez. Alors, éclairez-moi, monsieur, cracha Emmeline avec un sarcasme amer. Dites-moi pourquoi un homme possédant une fortune colossale choisit de vivre dans la pauvreté et d'épouser une pauvre couturière qu'il maintient dans l'ignorance. Édouard ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage, puis commença à parler d'une voix rauque chargée d'émotion. Il lui raconta tout. L'histoire de son association avec Armand de la Tour, les malversations découvertes, la vengeance orchestrée par cet homme sans scrupules. Il lui décrivit la nuit terrible où de la Tour avait tenté de kidnapper Victoire, comment Mathilde s'était interposée et avait été mortellement blessée par les sbires de leur ennemi dans une ruelle sombre du Marais. « Ma femme est morte dans mes bras en me suppliant de protéger notre fille, » dit Édouard, et sa voix se brisa. Depuis ce jour, je vis dans la terreur que de la Tour ne découvre que je possède encore une fortune. S'il l'apprend, il reviendra. Il s'en prendra à Victoire. Il s'en prendra à vous. J'ai créé cette façade de pauvreté pour vous protéger toutes les deux. Me protéger? Répéta Emmeline, et un rire sans joie s'échappa de ses lèvres. Vous m'avez infantilisé. Vous avez décidé pour moi ce que je devais savoir et ignorer, comme si j'étais incapable de comprendre ou d'affronter le danger. Vous m'avez traité comme une enfant, pas comme votre épouse. Je ne voulais pas vous perdre, avoua Édouard dans un murmure déchirant. Au début, c'est vrai, je cherchais simplement une épouse qui semblerait crédible dans ma pauvreté prétendue. Mais Emmeline, il marqua une pause, luttant visiblement contre ses émotions. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux de vous. Chaque jour, je vous regardais transformer notre maison, aimer Victoire, et je me détestais pour mes mensonges. J'ai voulu vous dire la vérité 100 fois, mais la peur me paralysait, la peur de vous perdre. Vous ne me perdez pas par votre aveu, répondit Emmeline, et les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Vous me perdez par votre mensonge.
Comment puis-je vous faire confiance désormais? Comment savoir si vos sentiments sont réels ou une autre manipulation? Chaque mot que vous avez prononcé, chaque geste que vous avez fait depuis notre mariage, était-il un mensonge? Non, protesta Édouard avec véhémence en s'approchant d'elle. Mon amour pour vous est la seule chose vraie dans toute cette mascarade. Emmeline, je vous en supplie, donnez-moi une chance de me racheter. Elle recula, mettant une distance physique entre eux qui reflétait le gouffre émotionnel qui les séparait désormais. « J'ai besoin de temps, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux plus vous regarder. Je ne peux plus être dans la même pièce que vous. » Elle retira son alliance, ce simple anneau d'or qui avait scellé leur union, et le posa sur la table du salon avec un geste d'une finalité terrible. Édouard laissa échapper un gémissement de douleur pure, comme si elle venait de lui planter un poignard dans le cœur. Les jours qui suivirent furent une torture pour tous les deux. Emmeline s'enferma dans une chambre séparée et refusa de parler à Édouard au-delà des nécessités quotidiennes les plus strictes. Elle passait ses journées avec Victoire, qui sentait la tension sans la comprendre et devenait anxieuse. La fillette demandait sans cesse pourquoi maman Emmeline était triste, pourquoi papa ne souriait plus. Emmeline devait puiser dans des réserves de force qu'elle ne soupçonnait pas pour rassurer l'enfant sans lui révéler la vérité dévastatrice. Édouard, de son côté, vivait un enfer de culpabilité. Il cessa ses activités à la bourse, trop bouleversé pour se concentrer. Il errait dans l'appartement comme une âme en peine, tentant désespérément de trouver les mots qui pourraient réparer l'irréparable. Une nuit, Emmeline descendit chercher un verre d'eau et le trouva endormi sur le canapé du salon, entouré de dizaines de lettres froissées, toutes commençant par ma chère Emmeline. Dans son sommeil agité, il murmurait son nom avec une douleur palpable. Si cette histoire t'a déjà fait soupirer, laisse un j'aime. Chaque geste de ta part aide d'autres âmes à découvrir la beauté des amours d'autrefois. Le mois de décembre 1896 s'installa sur Paris avec une froideur mordante qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Dans l'appartement de la rue du Faubourg Saint-Martin, une autre sorte de froid régnait, celui du silence pesant entre deux êtres qui s'étaient aimés et qui désormais se croisaient comme des étrangers. Emmeline et Édouard vivaient sous le même toit, mais dans des univers séparés, ne se parlant que pour les nécessités concernant Victoire, évitant soigneusement tout contact visuel qui aurait pu raviver la douleur encore trop vive. Ce matin-là, Édouard descendit à la cuisine où Emmeline préparait le petit déjeuner de Victoire. Son visage était pâle, creusé par l'insomnie et le tourment. Il tenait à la main une enveloppe dont le papier grossier et l'écriture anonyme trahissaient une origine inquiétante. Ses mains tremblaient légèrement en la posant sur la table devant Emmeline. « Il faut que vous voyiez ceci », dit-il d'une voix rauque. Emmeline prit l'enveloppe avec réticence, comme si elle contenait un serpent venimeux. À l'intérieur, une lettre composée de mots découpés dans les journaux formait un message glaçant. Le conte noir ne peut cacher ses secrets éternellement. Sa petite famille est si vulnérable. Quel dommage si quelque chose arrivait à la fillette ou à sa nouvelle épouse. Le sang d'Emmeline se glaça dans ses veines. Ses doigts se crispèrent sur le papier, le froissant involontairement. « Qui a envoyé cela ?» demanda-t-elle, et sa voix n'était plus qu'un murmure terrifié. « De la Tour », répondit Édouard avec une certitude sombre. Il a découvert quelque chose. Il sait que je me suis remarié. Il recommence. Dans les jours qui suivirent, une série d'événements sinistres confirma leurs pires craintes. Madame Leclerc, la maîtresse de Victoire à l'école Sainte-Catherine, vint personnellement leur rendre visite un après-midi. Elle était visiblement troublée, ses mains gantées, se tordant nerveusement sur son réticule. « Monsieur de Valcourt, madame, commença-t-elle avec hésitation, je me dois de vous informer qu'un homme suspect a été aperçu à plusieurs reprises près de l'école. Un individu corpulent, vêtu d'un pardessus sombre, qui pose des questions sur Victoire. Il prétend être un parent éloigné, mais son attitude m'a paru des plus inquiétantes. J'ai ordonné aux surveillantes de ne laisser sortir votre fille qu'en votre présence ou celle de personnes expressément autorisées. » Emmeline sentit ses jambes se dérober.
Elle dut s'asseoir, le souffle coupé par la peur. Édouard remercia la maîtresse avec une courtoisie mécanique, mais sitôt la porte refermée, il se tourna vers Emmeline, le visage ravagé par l'angoisse. « Je ne laisserai pas ce monstre s'approcher d'elle, » jura-t-il. « Je vais engager des gardes, je vais... » « Non, » l'interrompit Emmeline avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Vous ne ferez rien seul. Nous sommes mariés, Édouard. Que je vous ai pardonné ou non, Victoire est sous ma protection, autant que sous la vôtre. » Ce fut la première fois depuis la révélation qu'elle l'appela par son prénom, et ce simple mot sembla briser quelque chose dans la poitrine d'Édouard. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ravala avec difficulté. Puis vint le saccage de l'atelier. Une nuit, des vandales brisèrent la porte de la petite boutique qu'Emmeline avait conservée rue des Rosiers. Les tissus précieux qu'elle avait accumulés furent lacérés, ses machines à coudre détruites à coups de masse, et sur le mur blanchi à la chaux, quelqu'un avait écrit en peinture rouge sang. Le comte paiera. Sa famille paiera. Lorsque la police vint constater les dégâts, Emmeline resta debout au milieu du désastre, refusant de pleurer. C'était son indépendance qui gisait en lambeaux sur le sol, des années de travail acharné réduites à néant. Édouard voulut la prendre dans ses bras, mais elle se déroba, fière même dans la destruction. Ce soir-là, pour la première fois depuis la confrontation, ils s'assirent ensemble à la table du salon pour discuter de la situation. Une trêve forcée par les circonstances, dictée par la nécessité de protéger ce qui leur était le plus cher. Victoire dormait enfin, épuisée par une journée où elle avait senti la tension des adultes sans en comprendre la source. « Parlez-moi de cet homme » demanda Emmeline. « Parlez-moi de Delatour. Je veux tout savoir. » Édouard inspira profondément et commença son récit. Armand Delatour avait été son associé dans une société d'import-export il y avait de cela 10 ans. Un homme d'affaires apparemment respectable, issu de la bourgeoisie enrichie, aux manières un peu trop ostentatoires, mais aux résultats impressionnants. Pendant 3 ans, leur partenariat avait prospéré. Puis Édouard avait découvert par hasard que Delatour escroquait systématiquement leurs clients, détournait des fonds, falsifiait des documents. Lorsqu'Édouard l'avait confronté et menacé de le dénoncer aux autorités, Delatour avait orchestré un scandale financier pour ruiner sa réputation. « Il a failli réussir », continua Édouard d'une voix tendue. « J'ai dû me battre pendant des mois pour prouver mon innocence. C'est à cette époque que j'ai commencé à opérer sous le pseudonyme du Comte Noir, pour reconstruire ma fortune à l'abri de son influence. Mais Delatour ne m'a jamais pardonné de l'avoir démasqué. Quand il a compris qu'il ne pouvait m'atteindre financièrement, il s'en est pris à ce que j'avais de plus précieux, ma famille. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Il enfouit son visage dans ses mains, revivant visiblement le cauchemar de la mort de Mathilde. Emmeline sentit malgré elle sa colère s'atténuer devant cette douleur authentique. Elle comprenait maintenant l'origine des mensonges, même si elle ne pouvait encore les pardonner. « Que proposez-vous » demanda-t-elle enfin. Édouard releva la tête, et dans ses yeux gris-bleu brillait une détermination nouvelle. « Je veux que vous et Victoire partiez. J'ai une propriété en Normandie, un petit manoir isolé où personne ne vous trouvera. Je vous y installerai avec des gardes, et je resterai ici pour affronter Delatour une fois pour toutes. »« Non, » répondit Emmeline avec une fermeté qui ne souffrait aucune réplique. « Absolument pas. Vous recommencez exactement ce qui nous a menés à cette situation. Vous décidez seul, vous me traitez comme une poupée fragile qu'il faut mettre à l'abri. Je refuse. Mais le danger existe, que je fuis ou non, l'interrompit-elle. Delatour sait maintenant que j'existe. Il peut me traquer n'importe où, et pendant que vous affronteriez seul un homme dangereux, que devrais-je faire? Attendre en tremblant des nouvelles? Me demander chaque jour si vous êtes encore vivant? Alors que suggérez-vous? Emmeline se leva et fit quelques pas dans la pièce, réfléchissant intensément. Ces années passées à survivre seule dans le Paris impitoyable lui avaient appris que la force ne résidait pas dans la fuite, mais dans la confrontation intelligente. « Delatour opère dans l'ombre, » dit-elle lentement. « Il utilise la peur et le secret comme arme. Si nous l'exposons à la lumière,
Si nous faisons de votre véritable identité quelque chose de public et de légitime, il perd son pouvoir de chantage. Édouard la regardait avec une admiration grandissante. Elle était magnifique ainsi, debout dans la lumière du feu, ses yeux brillants d'intelligence et de courage. Comment avait-il pu croire qu'il devait la protéger en la maintenant dans l'ignorance? Cette femme était plus forte que lui ne l'avait jamais imaginé. Nous pourrions organiser une soirée, continua Emmeline, l'esprit en ébullition. Un événement mondain où vous révéleriez publiquement votre identité de comte noir. Avec suffisamment de témoins respectables, Delatour ne pourra pas agir sans se compromettre lui-même. Et nous en profiterons pour l'attirer dans un piège. C'est dangereux, objecta Édouard, mais elle voyait dans son regard qu'il considérait sérieusement la proposition. Tout est dangereux désormais, répliqua-t-elle. Mais au moins, nous affronterons le danger ensemble, comme un couple devrait le faire. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et pour la première fois depuis la nuit terrible du bal, quelque chose passa entre eux. Pas encore le pardon, mais une reconnaissance mutuelle, un respect nouveau, les prémices d'une alliance qui pourrait, peut-être, se transformer à nouveau en amour. Les 3 semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités fébriles. Emmeline et Édouard, unis par la nécessité de protéger Victoire, même si la confiance entre eux restait brisée, élaborèrent leur plan avec une précision minutieuse. Chaque détail comptait, chaque faux pas pouvait transformer leur piège en catastrophe. Ils travaillaient côte à côte dans le bureau, penchés sur des listes d'invités et des plans du grand hôtel, leurs épaules se frôlant parfois, créant une tension électrique qui n'avait rien à voir avec la stratégie qu'ils orchestraient. Emmeline utilisa son réseau de couturières et de domestiques, ce monde invisible qui voyait tout et savait tout dans le Paris de la Belle Époque. Elle se rendit dans les grandes maisons où elle avait livré des robes, parlant aux femmes de chambre, aux cuisinières, aux cochers. Ces gens-là connaissaient les secrets de leur maître mieux que quiconque. En quelques jours, elle avait tissé une toile d'information qui révéla que Delatour fréquentait le cercle privé de la rue Royale et qu'il était obsédé par l'identité du comte noir. De son côté, Édouard mobilisa ses contacts dans la haute finance. Il fit circuler discrètement la rumeur qu'un événement extraordinaire se préparait. Le mystérieux comte noir allait enfin révéler son identité lors d'un gala caritatif organisé dans les salons du Grand Hôtel, le 15 janvier 1897. L'événement était présenté comme une soirée au profit des orphelins de Paris, cause respectable qui attirerait l'aristocratie et la bourgeoisie fortunée. Pour s'assurer que Delatour ne pourrait résister à l'appât, Édouard lui fit parvenir anonymement un message énigmatique. « Le comte noir n'est pas qui vous croyez. Venez découvrir la vérité. Et peut-être obtenir ce que vous avez toujours cherché. » Le message était suffisamment vague pour piquer la curiosité de son ennemi, suffisamment prometteur pour attiser sa cupidité. Le commissaire Perrin, un policier intègre de la préfecture que maître Dubois avait approché, accepta de participer à l'opération. Il serait présent avec plusieurs agents en civil, prêts à intervenir au moindre signal. L'avocat avait rassemblé toutes les preuves des crimes passés de Delatour, document que le commissaire étudia avec un intérêt grandissant. Les préparatifs de la soirée occupèrent entièrement Emmeline. Elle créa non seulement sa propre robe, une merveille de velours émeraude rebrodée de perles qui captait la lumière comme une émeraude liquide, mais aussi des toilettes pour plusieurs dames de la haute société qui, impressionnées par son talent, étaient devenues ses clientes et ses alliées. Ces séances d'essayage étaient autant d'occasions de tisser des liens, de s'assurer de la présence de témoins respectables qui rendraient publique toute tentative de violence de Delatour. Un soir, alors qu'elle cousait tard dans la nuit, Édouard entra dans le salon où elle travaillait. Il s'arrêta sur le seuil, simplement pour la regarder. La lumière de la lampe à gaz dessinait des reflets dorés dans ses cheveux châtains. Ses doigts agiles dansaient sur le tissu avec une grâce qui lui serra le cœur. « Vous devriez dormir, dit-il doucement. »« Je ne peux pas, » répondit-elle sans lever les yeux. « Chaque fois que je ferme les paupières, je vois Victoire en danger. » Édouard s'approcha et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. «
Je ne vous remercierai jamais assez, murmura-t-il, pour votre courage, pour votre intelligence, pour votre amour envers ma fille, malgré ce que je vous ai fait. Emmeline leva enfin les yeux, et dans son regard il lut un mélange complexe d'émotions. « Je ne le fais pas pour vous, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je le fais pour Victoire. Elle mérite d'avoir une vie sans peur. »« Mentez-vous aussi bien à vous-même que je vous ai menti ?» demanda Édouard avec une douceur déchirante. Elle détourna le regard, refusant de répondre, mais ses mains tremblaient légèrement sur son ouvrage. Le soir du gala arriva enfin. Le grand hôtel resplendissait de mille feux, ses façades illuminées par des centaines de bougies et de lampes à gaz. Les carrosses déposaient les invités devant l'entrée monumentale, et le tout Paris se pressait dans les salons dorés ornés de miroirs et de lustres de cristal. L'orchestre jouait des valses de Strauss, et l'air vibrait d'excitation et de curiosité. Emmeline, vêtue de sa robe émeraude qui faisait tourner toutes les têtes, se tenait aux côtés d'Édouard, qui portait son habit de soirée avec une élégance princière. Ils formaient un couple saisissant, mais ceux qui les observaient attentivement auraient remarqué la tension dans leurs épaules, la crispation de leurs mâchoires. C'était un jeu dangereux qu'ils jouaient, et l'enjeu était la vie même de leur famille. De la Tour arriva avec l'ostentation qui le caractérisait, accompagné de deux hommes massifs qui étaient manifestement des gardes du corps. Son regard de prédateur balaya l'assemblée jusqu'à ce qu'il aperçoive Édouard. Un sourire cruel étira ses lèvres épaisses, et il se dirigea vers lui avec détermination, fendant la foule comme un requin dans l'océan. « Valcourt !» lança-t-il d'une voix forte qui attira immédiatement l'attention. « Quelle surprise de vous trouver dans un tel événement, vous qui prétendez être ruiné !» Édouard se retourna avec un calme glacial qui impressionna Emmeline. « De la Tour !» répondit-il d'une voix claire. Je me demandais quand vous oseriez montrer votre visage. Les conversations autour d'eux s'interrompirent. L'aristocratie parisienne adorait les scandales, et celui-ci promettait d'être mémorable. De la Tour, certain de tenir sa vengeance, éleva encore la voix. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de révéler la vérité sur cet imposteur. Édouard de Valcourt joue les pauvres, alors qu'il est en réalité le spéculateur qu'on appelle le comte noir. Il manipule des fortunes dans l'ombre, trompe son épouse, vit dans le mensonge le plus abject. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée comme une vague. Mais Édouard sourit, et c'était ce sourire qui fit comprendre à De la Tour qu'il venait de tomber dans un piège. « Vous avez raison, De la Tour, » dit Édouard d'une voix qui porta dans le silence soudain. « Je suis effectivement le comte noir. » Son aveu provoqua une sensation, mais contrairement à ce que vous suggérez, mon épouse est parfaitement au courant. Il se tourna vers Emmeline qui s'avança, la tête haute, jouant son rôle avec un courage qui força l'admiration de tous. « En effet, » dit-elle d'une voix ferme, malgré son cœur qui battait à tout rompre, « mon époux a dissimulé son identité pour des raisons de sécurité familiale, des raisons que vous connaissez bien, monsieur de la Tour. Parlez-nous donc de la mort de Mathilde de Valcourt, parlez-nous de la tentative d'enlèvement d'une enfant innocente. » De la Tour blêmit, comprenant trop tard qu'il était cerné. Édouard continua, impitoyable. « J'ai ici des témoignages, des documents, des preuves de vos crimes passés. » Maître Dubois s'avança, brandissant une épaisse liasse de papier. Détournement de fonds, complicité de meurtre, extorsion, chantage, tout est documenté et prêt à être remis aux autorités. Le commissaire Perrin et ses agents se dévoilèrent alors, encerclant De la Tour et ses hommes. Acculé, le regard fou, De la Tour commit sa dernière erreur. Il sortit un revolver de son manteau. « Si je tombe, je vous emmène avec moi à Valcourt » hurla-t-il. Les femmes crièrent, les hommes reculèrent dans la panique. Mais Emmeline, dans un geste d'un courage insensé qui la stupéfia elle-même, s'interposa entre l'arme et Édouard. « Non » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec une personne chère. Ainsi, nous saurons que les romances du passé vivent encore dans les cœurs du présent. » Emmeline se tenait debout devant l'arme pointée, son corps formant un rempart fragile entre Édouard et la mort.
Le temps sembla se suspendre dans cette fraction de seconde, où tout pouvait basculer dans l'horreur. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait le martèlement dans ses oreilles, mais sa voix ne tremblait pas lorsqu'elle parla. « Vous voulez tirer sur une femme innocente, monsieur Delatour, devant tous ces témoins respectables? Vous voulez ajouter un nouveau meurtre à vos crimes ?» Le revolver tremblait dans la main de Delatour. Ses petits yeux noirs passaient frénétiquement d'Emeline à la foule horrifiée qui l'entourait, puis aux agents de police qui se rapprochaient lentement. La sueur perlait sur son front large malgré la fraîcheur de la soirée de janvier. Il était acculé et il le savait. Sa dernière carte était le désespoir violent d'un animal pris au piège. « Tuez-moi donc, si vous l'osez », continua Emeline d'une voix qui gagna en force. « Prouvez à tous ces gens que vous êtes le monstre qu'Édouard décrit, ou rendez-vous et affrontez la justice comme un homme. » Derrière elle, Édouard était paralysé par une terreur qu'il n'avait jamais connue, pas même lors de l'attaque qui avait coûté la vie à Mathilde. Cette femme, cette couturière courageuse qu'il avait épousée par calcul et qu'il en était venu à aimer plus que sa propre vie, risquait tout pour le protéger. « Mon Dieu, Emeline, reculez !» supplia-t-il d'une voix brisée. Mais elle ne bougea pas d'un pouce. Son regard planté dans celui de Delatour contenait une volonté de fer que personne dans cette salle n'aurait soupçonné chez une femme d'apparence si délicate. Le commissaire Perrin profita de cette hésitation pour s'approcher par le côté avec deux de ses agents. En un mouvement coordonné et rapide, ils se jetèrent sur Delatour et le désarmèrent avant qu'il ne puisse réagir. Le revolver tomba sur le parquet ciré avec un bruit métallique qui résonna comme un glas. « Armand Delatour, au nom de la loi, je vous arrête pour détournement de fonds, extorsion, complicité de meurtre et tentative d'homicide », déclara le commissaire Perrin en passant les menottes aux poignets épais du criminel. Delatour se débattit avec l'énergie du désespoir, hurlant des menaces incohérentes. « Ce n'est pas fini, Valcourt, j'ai des alliés puissants, ils vous détruiront. » Mais sa voix se perdit dans le brouhaha de la foule qui commentait avec animation le spectacle extraordinaire dont elle venait d'être témoin. Alors qu'on l'emmenait menottes au poignet, ses deux gardes du corps furent également arrêtés et Delatour disparut à travers les portes dorées du grand hôtel, avalé par la nuit et par la justice qui l'attendait depuis trop longtemps. Dès que la menace s'évanouit, Emeline sentit ses jambes se dérober sous elle. Tout le courage qui l'avait soutenue s'écoula d'un coup, laissant place à un tremblement incontrôlable. Édouard la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la serrant contre lui avec une force désespérée qui trahissait l'ampleur de sa terreur rétrospective. « Vous êtes folle !» murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix étranglée par l'émotion. « Vous auriez pu mourir. » « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Emeline leva vers lui ses yeux noisettes brillants de larmes contenues. « Parce que malgré tout, malgré les mensonges et la douleur, je ne voulais pas vous perdre, avoua-t-elle dans un souffle qui n'appartenait qu'à eux deux, malgré la foule qui les entourait. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant chargé d'une intensité déchirante, quelque chose se répara entre eux. Pas complètement, pas immédiatement, mais une fissure dans le mur de glace qui les séparait depuis la nuit du bal masqué. Édouard posa son front contre celui d'Emeline, fermant les yeux, et elle sentit ses larmes chaudes couler sur ses joues à elle. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Delatour furent une période de transformation profonde et de guérison graduelle. Le procès devint l'événement judiciaire de l'année 1897. Les journaux parisiens se délectèrent du scandale, publiant des articles détaillés sur les crimes du financier déchu et l'héroïsme du comte noir qui avait piégé son ennemi. L'opinion publique, d'abord choquée par la double vie d'Édouard, se transforma en admiration lorsque tous les détails émergèrent. On parlait de lui comme d'un homme qui avait tout sacrifié pour protéger sa famille. Édouard prit une décision radicale. Il révéla publiquement l'entièreté de sa fortune, liquida ses investissements les plus spéculatifs et transforma sa richesse en entreprise productive et œuvre caritative. Il acheta un magnifique hôtel particulier dans le 16e arrondissement avec un jardin où les marronniers fleurissaient au printemps et où Victoire pourrait jouer sans crainte.
Il fit construire pour Emmeline un atelier spacieux et lumineux avec de grandes fenêtres orientées au nord, équipées des meilleures machines à coudre que l'argent pouvait acheter. Mais Emmeline refusa d'être transformée en grande dame oisive. Elle insista pour conserver son activité de couturière, agrandissant même son entreprise pour employer une dizaine de jeunes femmes de milieu modeste à qui elle enseignait le métier. « Je veux que mon indépendance reste vivante », expliqua-t-elle à Édouard. « Je veux que Victoire grandisse, en sachant qu'une femme peut être à la fois épouse, mère et créatrice. » Édouard respecta profondément ce choix et devint son plus fervent soutien, utilisant ses contacts dans l'aristocratie pour lui présenter des clientes fortunées. La maison de couture, Madame de Valcourt, devint rapidement l'une des plus recherchées du Paris élégant. La reconstruction de leur relation fut progressive et délicate, comme la restauration d'une porcelaine précieuse brisée. Ils commencèrent par de longues conversations honnêtes, où chacun exprimait ses blessures et ses regrets. Édouard admit qu'il avait péché par orgueil en pensant devoir tout contrôler seul. Emmeline reconnut qu'elle avait peut-être manqué de curiosité pour ne pas avoir questionné plus tôt les mystères évidents. Ils apprirent à se pardonner non par un grand geste dramatique, mais par 1000 petites attentions quotidiennes qui tissèrent lentement un nouveau lien, plus fort que le premier, car forgé dans l'adversité. 1 an après le bal du Grand Hôtel, Édouard organisa une autre soirée dans les jardins fleuris de leur nouvel hôtel particulier. C'était une célébration de leur véritable anniversaire de mariage, celui où ils se choisissaient librement, sans mensonge. Sous des lanternes vénitiennes qui transformaient le jardin en un conte de fées, entouré d'amis véritables et de Victoire radieuse dans sa robe de dentelle blanche, Édouard prit la main d'Emmeline devant tous les invités. « Il y a 3 ans, je t'ai épousée sous de faux prétextes, dit-il, abandonnant le vouvoiement pour la première fois en public. Je t'ai offert des mensonges au lieu de la vérité. Il sortit une nouvelle alliance plus belle que la première, ornée d'émeraudes assorties à la robe qu'elle portait lors de la confrontation avec Delatour. Aujourd'hui, Emmeline Beaumont de Valcourt, je te demande de m'épouser à nouveau. Non par nécessité mais par amour. Veux-tu recommencer avec moi ?» Emmeline, les yeux brillants de larmes heureuses, répondit d'une voix claire qui porta dans le jardin silencieux. « Je t'ai épousé en pensant sauver une famille brisée. Je t'ai haï en découvrant tes mensonges. Je t'ai pardonné en voyant ton courage. Aujourd'hui, je t'épouse en connaissance de cause, avec tes défauts et tes qualités, parce que je t'aime véritablement. Oui, Édouard, je recommence avec toi. » Leurs lèvres se rencontrèrent sous les applaudissements émus, tandis que Victoire courait vers eux pour les enlacer. Les 3 formaient une étreinte familiale qui scellait leur unité retrouvée. Dans le ciel de Paris, les premières étoiles commençaient à briller, témoins silencieux d'un amour qui avait survécu au mensonge pour renaître plus fort dans la vérité. Printemps 1907. Le soleil de mai inondait le jardin de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, faisant briller les gouttes de rosée sur les pétales des roses blanches qui grimpaient le long de la façade de pierre blonde. Emmeline de Valcourt, désormais âgée de 36 ans, était assise sur un banc de fer forgé, observant avec une tendresse infinie la scène qui se déroulait devant elle. Victoire, maintenant jeune femme de 18 ans d'une beauté lumineuse, courait pieds nus dans l'herbe fraîche, en poursuivant ses 2 jeunes frères. Gabriel, 7 ans, brandissait une épée de bois en riant aux éclats, tandis que le petit Édouard, 4 ans à peine, tentait de suivre ses aînés avec l'enthousiasme maladroit de son âge. La ressemblance entre le petit garçon et son père était frappante. Les mêmes yeux gris-bleu, la même mâchoire volontaire, le même front intelligent. Édouard senior sortit de la maison, portant une pile de documents qu'il déposa sur la table de jardin avant de rejoindre son épouse. À 48 ans, ses tempes grisonnaient élégamment, quelques rides creusaient son front, mais son regard conservait cette intensité qui avait tant troublé Emmeline lors de leur première rencontre. Il posa un baiser tendre sur le front de sa femme avant de s'asseoir à ses côtés. « Victoire a reçu une lettre d'acceptation de la Sorbonne ce matin », annonça-t-il avec une fierté évidente dans la voix.
Elle commence ses études de littérature française à l'automne. Emmeline sourit, les yeux brillants. Notre fille devient étudiante. Mathilde serait si fière d'elle. Édouard prit la main d'Emmeline, entrelaçant ses doigts aux siens dans ce geste devenu si naturel au fil des années. Vous l'avez élevée avec tant d'amour. Elle est votre fille autant que la sienne. Ces 10 années avaient été une renaissance pour tous deux. Leur amour, forgé dans le mensonge, puis retrempé dans la vérité, s'était révélé plus solide que l'acier. Ils avaient appris à se parler avec une honnêteté parfois brutale, mais toujours respectueuse. Édouard ne prenait plus de décision sans consulter Emmeline, reconnaissant en elle non seulement son épouse, mais son égale en intelligence et en courage. La maison de couture d'Emmeline était devenue l'une des plus prestigieuses de Paris. Elle employait maintenant 30 femmes et avait ouvert une école de couture gratuite pour les jeunes filles des quartiers défavorisés. Son succès avait inspiré d'autres femmes à poursuivre leurs ambitions professionnelles, contribuant timidement mais réellement à l'évolution des mentalités dans cette société encore très patriarcale de la belle époque finissante. Quant à Armand de la Tour, il n'était jamais revenu hanter leur vie. Condamné à 20 ans de travaux forcés au bagne de Cayenne en Guyane française, il était mort 3 ans plus tôt de fièvre tropicale, seul et oublié, payant ainsi le prix ultime de ses crimes. À l'annonce de sa mort, Édouard n'avait ressenti ni joie ni tristesse, seulement un profond soulagement que ce chapitre sombre soit définitivement clos. Le Paris qu'ils habitaient désormais avait changé. L'électricité remplaçait progressivement le gaz, les automobiles commençaient à côtoyer les fiacres sur les grands boulevards, le métropolitain inauguré 7 ans auparavant transformait la vie des Parisiens. Le monde entrait dans une ère nouvelle, pleine de promesses et d'innovations, mais aussi de tensions croissantes en Europe, de murmures inquiétants de conflits à venir que personne ne voulait encore entendre. Victoire s'approcha d'eux, essoufflée et rayonnante, ses cheveux blonds défaits par la course. « Maman, papa, Gabriel veut que vous veniez jouer aux mousquetaires avec nous. » Emmeline rit, ce rire cristallin qui n'avait pas changé depuis le jour où elle avait pénétré timidement dans le salon de Madame Renard pour rencontrer un veuf mystérieux. « J'arrive, mon cœur. Mais promets-moi de ne pas être trop indulgente avec tes frères. Ils doivent apprendre à perdre avec grâce. » Alors qu'Emmeline rejoignait les enfants dans leur jeu, Édouard resta un instant immobile, contemplant sa famille avec une gratitude profonde qui lui serrait la gorge. Il avait failli tout perdre par ses mensonges. Il avait failli détruire l'amour de la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Mais la vie leur avait offert une seconde chance, et il l'avait saisie avec courage et détermination. Ce soir-là, après que les enfants furent endormis, Emmeline et Édouard se retrouvèrent dans leur chambre, comme chaque soir depuis 10 ans. Dans la douceur de leur intimité retrouvée, alors que les lumières de Paris scintillaient par la fenêtre ouverte, Édouard murmura contre les cheveux de sa femme. « Merci de m'avoir pardonné. Merci d'avoir cru que nous pouvions recommencer. » Emmeline se blottit contre lui, écoutant battre son cœur. « Merci de m'avoir appris que l'amour véritable ne naît pas toujours dans la perfection, » répondit-elle. « Parfois, il se forge dans les erreurs, les pardons et le courage de recommencer. » Chers amis, nous voici arrivés au terme de cette histoire passionnante qui nous a transportés dans le Paris scintillant de la Belle Époque, où les secrets côtoyaient les grandes passions et où l'honneur se mesurait autant au courage de la vérité qu'à celui du mensonge protecteur. L'histoire d'Emmeline et d'Édouard nous enseigne que l'amour authentique ne se construit pas dans l'absence de faute, mais dans la capacité à pardonner et à se reconstruire ensemble. Leur vie nous rappelle qu'il n'existe pas de relation parfaite, seulement des êtres imparfaits qui choisissent chaque jour de s'aimer malgré leurs faiblesses. Le mensonge d'Édouard, bien qu'il partît d'une intention protectrice, faillit détruire leur union. Mais c'est précisément dans cette confrontation avec la vérité, aussi douloureuse fut-elle, que leur amour trouva sa force véritable. Emmeline incarne cette femme moderne avant l'heure, qui refuse d'être infantilisée ou protégée au prix de son autonomie.
Elle nous enseigne que le véritable respect dans un couple réside dans la confiance mutuelle, dans le partage des décisions, dans la reconnaissance que chacun possède la force d'affronter les tempêtes de la vie. Son courage, qui la poussa à s'interposer entre une arme et l'homme qu'elle aimait, démontre que l'amour véritable exige parfois des sacrifices qui dépassent notre propre compréhension. Quant à Édouard, il représente ces êtres qui, malgré leurs erreurs monumentales, trouvent la force d'évoluer, de reconnaître leurs torts et de se transformer. Son parcours nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir la meilleure version de soi-même, pour mériter l'amour que l'on reçoit. Cette histoire nous parle aussi de rédemption, de seconde chance et du pouvoir guérisseur du pardon authentique. Dans notre monde moderne où tout va si vite, où les relations se font et se défont avec une facilité déconcertante, peut-être avons-nous besoin de redécouvrir ces valeurs intemporelles. La patience de reconstruire ce qui a été brisé, le courage d'avouer nos erreurs, l'humilité d'accepter que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de l'autre pour nous compléter. Et vous, chers spectateurs qui avez suivi cette histoire jusqu'à son dénouement, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous ressenti dans votre cœur l'écho de ces amours d'autrefois? Croyez-vous, comme Emeline et Édouard, qu'un amour peut renaître plus fort après avoir traversé la tempête du mensonge et de la trahison? Je vous invite maintenant à laisser un commentaire pour partager vos réflexions, vos émotions, ce que cette histoire a éveillé en vous. Et pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce voyage dans le temps, écrivez le mot « Renaissance » dans les commentaires. Ce simple geste m'aidera à comprendre combien d'entre vous ont été touchés par l'histoire d'Emeline et d'Édouard et encouragera d'autres âmes à découvrir ces romances du passé qui continuent de faire battre nos cœurs aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a fait vibrer une corde sensible, je vous demande, avec toute l'affection que je porte à cette communauté, de la partager avec vos proches, vos amis, tous ceux qui croient encore en la beauté des grandes histoires d'amour. Dans les cartes qui apparaissent à l'écran, vous trouverez d'autres récits tout aussi passionnants, d'autres époques à explorer, d'autres âmes à rencontrer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans les méandres de l'histoire et du cœur humain. Car tant qu'il existera des gens pour raconter et écouter ces histoires, l'amour continuera de triompher du temps et de l'oubli. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que votre propre histoire soit remplie de courage, de vérité et d'amour éternel.